Congo. On n'oublie pas ses racines, un roman de Emmanuel Ebolo Iyenza, paru aux éditions L'Harmattan. Et il faut dire qu'il nous arrive avec deux romans, La Promesse, un autre roman, toujours du même auteur, paru aux éditions L'Harmattan. Et ensemble avec Emmanuel Ebolo Iyenza, nous parlons de ces deux romans. Bonjour Emmanuel Ebolo. Bonjour Monsieur Ngoma. Merci beaucoup, merci de répondre à cette invitation de Cultura. Et merci pour la production littéraire qui finalement devient, il faut dire, conséquente, puisque vous n'êtes pas à votre première, n'est-ce pas, à votre première production. Simplement pour rappel, nous dirons à nos amis culturels que vous êtes l'auteur de Humilité et gloire, L'Harmattan Congo, en décembre 2020. Et au gré du destin, L'Harmattan Congo, décembre 2020, toujours, et on dirait que vous avez pris l'habitude, n'est-ce pas, de nous présenter deux romans au même moment. Oui, c'était pour un démarrage. Hein. Oui. D'abord, merci de me recevoir dans votre émission. Merci. Que je suis beaucoup. Merci je suis beaucoup. Cette émission depuis là où je me trouve à l'étranger. Okay. Et c'est comme ça qu'une fois ces deux romans produits, j'ai pensé qu'il était nécessaire que je passe par votre émission pour en parler, en fait, la promotion. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai, ça fait déjà 4 romans produits. J'en ai encore d'autres que je prépare. Mais c'est un travail qui prend assez de temps parce que quand je publie les 2 premiers romans en 2020, j'ai commencé leur rédaction en 2017 et en 2018. Vous voyez? Mais ils étaient prêts en ce moment-là et je les ai publiés tous les deux. Ensuite, La Promesse et On n'oublie pas ses racines, j'ai démarré ce travail en 2020. D'accord. Et voilà que j'ai publié après la publication. En mois de mai 2022, donc ça prend du temps. Maintenant, quand tous les 2 sont prêts, je les publie. Mais croyez-moi, je ne continuerai pas à publier 2 romans chacun. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je pourrais toujours passer par un roman. À chasser le naturel, il revient au galop, ça devient peut-être le naturel pour vous. Et on ne joue sur rien. Alors, un mot juste sur votre présentation. Il faut dire que vous avez été directeur général et président du conseil d'administration de la Congolaise de gestion de la loterie, donc en sigle COGELO. Vous avez été chargé de marketing à l'université, donc vous êtes chargé de cours plutôt de marketing à l'université Marien-Ngouabi, conseiller municipal de la commune de Wando, dans le département de la Cuvette également. Il faut dire, la Cuvette, n'est-ce pas, où vous êtes natif, il faut dire dans lequel vous êtes natif, vous êtes diplômé d'économie, donc des sciences et de gestion, donc des sciences de gestion et de journalisme. Et j'ai signalé que vous êtes auteur, n'est-ce pas, de ces 2 romans, ici précédemment cités. Et présentement, tout à l'heure, vous avez dit que vous suivez l'émission depuis l'étranger. Mais l'étranger, il n'y a pas de secret, mon cher frère, mon cher ami. Il faut simplement dire que vous êtes consul général de la République du Congo à Ngwanzou, en République populaire de Chine. Et c'est, n'est-ce pas, c'est à titre indicatif, n'est-ce pas, c'est, voilà pourquoi vous parlez de l'étranger, d'où vous suivez notre émission, votre émission. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, avec vous, on n'oublie pas ses racines. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, n'est-ce pas, on revient toujours, comme on dit, l'oiseau s'en va loin, 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 n'est-ce pas, il vole loin, mais il finit toujours par rejoindre, n'est-ce pas, son arbre. Et c'est autant pour les personnages. Et c'est quelque chose qui est très admiratif, il faut dire, dans vos romans. Pas seulement on n'oublie pas ses racines, mais ça devient comme un air, ça devient comme, je dirais même l'ADN même de votre écriture, où on a finalement l'auteur ou le narrateur qui nous présente toujours un personnage qui part du village, qui se retrouve en ville pour des raisons, il faut dire, qui se justifient bellement, c'est généralement pour les études. Okay, il y a une raison des études, on va poursuivre les études en ville et on vole pour l'étranger, mais on n'oublie jamais ses racines et on revient toujours. Et c'est le cas de notre personnage dont on n'oublie pas ses racines. C'est le cas également au gré du destin, c'est le cas de humilité et gloire. Alors, je disais tout à l'heure, ça devient un air de votre écriture, ça devient là une espèce d'ADN de l'écriture d'Emmanuel Ebolo Iyenza. Oui, c'est exact. C'est une analyse qui est très juste. J'aurais pu quand même ajouter quelque chose avec humilité, que j'étais député à l'Assemblée nationale. Je siégeais parce que j'étais le député suppléant, disons le suppléant du ministre d'État Gilbert Ondongo. Oui. Dans la première circonscription de Wando, lors de la 13e législature, 2012-2017. Et comme le ministre d'État était au gouvernement, il avait l'incompatibilité et je devrais donc siéger à sa place. Et en même temps, j'étais rapporteur de la commission plan, aménagement du territoire, environnement, urbanisme et habitat. Donc il fallait que j'ajoute un peu ça. Concernant le lien avec le village, si, effectivement, vous n'allez pas demander à l'arbre d'oublier ses racines. Voilà.
Oui. La culture a des racines. La culture. Je crois que toute culture a ses À ses racines. racines, à ses fondements. Voilà, à ses fondements. Et Oui. je crois que mes racines sont au village, là-bas, là où je suis né. Oui. Alors ici, je me retrouve par le hasard du temps, à cause des études. Pas le hasard du temps, mais c'est la nécessité, n'est-ce pas, du temps, en fait. Bon, oui, c'est C'est comme une ça. forte Voilà pourquoi nécessité, je puisque, relie voilà. tout au temps. Nécessité des circonstances, nécessité Voilà, c'est ça. du Et contexte. Il y a beaucoup de choses qui se justifient dans ça. voilà, Et c'est ça. vous avez parlé du village et vous êtes très ancré. À travers, n'est-ce pas, les lignes, on lit, on retrouve. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec vous, avec votre écriture, il faut dire, on perçoit le parfum même du village. C'est-à-dire, quand on lit les mots, vous savez trouver des mots pour nous rendre, pour exprimer les réalités qui sont vécues au quotidien dans le village. Le parler même des personnages est en œuvrement au village. Il y a cette espèce de nostalgie finalement qui s'explique, mais une nostalgie, il faut dire positive, et que vous voulez partager à vos personnages. Oui, c'est exact. Ce que j'écris par nostalgie pour le village. Ok, merci. Et le village au sens large. Au Oui. sens large. C'est-à-dire que quand vous avez quitté le village, vous venez en ville, vous avez toujours un retour quotidien dans votre tête au village. Parce qu'il y a des choses qui manquent ici. Où il y a une façon de se comporter en ville qui n'est pas celle d'un villageois. Lorsqu'on revient du village, on a d'autres réflexes. La même chose, on peut prendre le village et le ramener à la ville comme Brazzaville ou au pays comme le Congo. Un Congolais qui se trouve, un Brazzavillois qui se trouve à l'étranger pensera toujours à Brazzaville. Il aura toujours le réflexe parce qu'il aura laissé beaucoup de gens derrière lui. Il aura laissé sa jeunesse, son enfance ici, là où il a vécu. Allez, il y pensera toujours. Et c'est pour inciter, dans ces romans, la plupart du temps, j'incite ceux qui sont partis très loin de repartir vers... Voilà, qu'ils aient une pensée positive, voilà, en ne fait. fût-ce que Par pensée positive, en fait, oui. Parce qu'on dit que lorsque vous ne savez pas là où vous allez, lorsque vous ne savez pas là où vous allez, mais quand même rappelez-vous quand même de là où vous revenez. Voilà, donc les racines, c'est ça. Et le fait que je sois désormais un habitant de la ville ne pourra pas me faire oublier Voilà. le village, surtout ma ville natale, Wando, Fort-Roussé à l'époque, Fort-Roussé, oui. où là-bas, je crois que chaque rue me connaît et chaque arbre me connaît, chaque parcelle, chaque maison me connaît. Je dialogue avec les arbres, je dialogue avec les rues, je dialogue avec les maisons quand je suis là-bas. Voilà. Parce que je sais que là, cet arbre-là était dans la maison de la famille d'un tel, c'était telle famille qui vivait là. Même si les gens ne sont plus là, même si les gens sont parfois décédés, rappelés à Dieu ou ils ont quitté le Même si la le village, configuration, voilà. en fait, n'est Mais pas la ça même. reste. Ça reste, Donc j'ai oui. un dialogue intérieur avec ces ça. endroits. Voilà pourquoi je reviens souvent à ça. Voilà. Mais Et c'est donc- parce que bon, le partage est la chose commune à tous les humains. Quand vous ne partagez pas, vous trouvez un sobriquet, on vous dit que vous êtes égoïste, mais bon, comme casse et tout ça. Donc c'est mieux toujours de partager. Et je pense que beaucoup de Congolais sont aussi comme moi surtout. Même d'un quartier à l'autre, hein, si vous êtes né à Wenze, après vous allez vivre à Mikalu, vous penserez, dans la même ville, hein, vous penserez toujours à Wenze. Souvent, de temps en temps, vous repartirez là-bas, jouer au Angola, regarder des petits matchs là-bas, tout ça, avec des amis, parce que Bien sûr. il y a quelque chose, il y a un lien, ouais. qui est apparemment indélébile, qu'on ne peut pas changer Voilà. là-dedans. Alors, votre roman, il faut dire le premier chapitre de votre roman que vous avez intitulé La pêche à Ibia et la mort de Tchombo. Il faut dire un chapitre très constructif dans le sens où pose même toutes les bases de l'intrigue, ou de toute l'intrigue de la trame du roman. Au village, je dis donc la ligne s'épite, au village Eundu, la saison sèche s'annonçait fructueuse, car précédée d'une bonne période de crue. Ewe, épouse d'Itou, décida d'aller pêcher dans son vieil étang abandonné depuis une dizaine d'années. Et oui, depuis 3 jours, nous n'avons mangé que des légumes. Hier encore, mon mari a failli refuser le repas car il le trouvait monotone. Je pense que l'étang Ibia doit être prêt maintenant pour la pêche. Je vais en parler à Andou et Eou et peut-être aussi à Ingo. Si elles sont d'accord, nous pourrons nous rendre ensemble à la pêche. En allant tôt ce matin, je crois que nous serons en mesure de vider l'étang et tuer assez de poissons.
Je m'arrête là, mon cher Emmanuel Ebolo. Alors, je lis simplement ce paragraphe, pour ne pas dire cette initiative, pour nous situer déjà le prétexte qui va faire l'objet, n'est-ce pas, de toute la trame des grandes intrigues de votre roman. C'est finalement les tons Ibia, abandonné pendant une dizaine d'années, laissé par le père Dewey, et on sait que cet étang, n'est-ce pas, a été, on dirait entre parenthèses, piégé, pour ne pas dire, a connu, n'est-ce pas, une protection mystique de Tchombo. Tchombo qui est un grand féticheur, Tchombo qui jette, n'est-ce pas, qui jette des mauvais sorts sur tout sujet qui lui semble, il faut dire, peut-être qu'il menace un peu sa vie. Et donc on n'a pas seulement les temps, et l'on sait également les raisons mystiques, vous les présentez, pour ne pas dire le narrateur nous les présente, c'est parce que Tchombo n'a jamais bénéficié, n'a pas hérité de l'étang d'Ibia. Il a bien voulu hériter de cet étang, et pour que Ewe puisse oublier cet étang, il y a un mauvais sort qui a été jeté, et donc pendant une dizaine d'années, cet étang a été oublié. Et au moment où Ewe et ses camarades, ou ses commères décident d'aller faire une bonne pêche, on sait que pendant longtemps, c'est une série à répétition qui va s'offrir totalement mystique. C'est le boa qu'on tue, c'est les tortues qu'on tue, c'est l'antilope qu'on tue, et finalement, c'est beaucoup de choses. Raison pour laquelle le chef de village et les grands sages vont décider, n'est-ce pas, d'envoyer des émissaires dans quelques villages. Et il y a quelque chose à ce niveau, Emmanuel Ebolo, qui m'intéresse. C'est que pour les commissions qui sont mises en place, vous partez sur 3 pistes. Une piste scientifique, et je réalise que là, vous ne voulez pas être traité, n'est-ce pas, d'obscurantiste en privilégiant la piste fétichiste, puisqu'il y a la piste fétichiste également. Mais il y a une 3e piste qui s'offre à nous, sinon aux villageois, c'est la piste religieuse. Et vous présentez là 3 pistes. Et on sait qu'également, les résultats qui sont donnés, on ne saura jamais de ces 3 pistes laquelle a été meilleure. Il y a tout un syncrétisme qui s'offre à ce niveau-là. Et pour le lecteur, il reste totalement perdu parce qu'il se demande quelle est la piste qui l'a emporté sur l'une ou sur l'autre. Vous dites, on ne saura jamais qui de la piste religieuse, qui de la piste mystique ou fétichiste, qui de la piste scientifique a eu raison. Alors, dites-nous quelque chose. Oui, merci, mais ça va de les croyances des humains. Ah oui. Vous voyez, dans un village... Et donc, du coup, même là, vous évitez de nous dire réellement la position de l'auteur, sinon la position du narrateur. Oui, c'est exact. Oui. Parce que vous avez là... Merci, d'abord, je constate que vous analysez même mieux le roman que moi-même. Vous l'avez bien lu, vous l'avez bien pénétré, merci beaucoup. Oui. Donc, je voudrais dire simplement que ce soit dans une famille, que ce soit dans un village, et encore plus dans une ville, vous voyez, on a chacun sa croyance. Lorsqu'on est devant un événement, les réactions ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y a une situation qui est arrivée, une situation un peu insolite, parce qu'on va à la chasse, on va plutôt à la pêche, on vient, on constate qu'il y a un boa qui est dans les temps, et on tue le boa, on se partage le boa, on ne pêche plus, on repart à la maison. On décide de revenir le lendemain. Le lendemain, lorsque Ewe et ses commères, comme vous le disiez, reviennent, ils trouvent cette fois-ci qu'il y a une antilope qui est là, qui boit de l'eau dans les temps. Et ils tuent l'antilope. Oui, parce qu'il y avait un garçon qui est très brave, Iba, qui a tué cette antilope. Un jeune chasseur. Voilà, un jeune chasseur. Oui. Et ils se sont partagés l'antilope. Ils ont dit, bon, on revient encore le lendemain. Et quand ils sont revenus, cette fois-ci, c'est un crocodile qui était là au soleil, qui prenait un peu de soleil, et qui est reparti dans les temps. Et ils ont décidé de chasser ce crocodile. Finalement, ils ont tué des crocodiles, des tortues, et puis ce crocodile-là. Ils se sont partagés, le crocodile et des tortues. Finalement, il faut dire que cette pêche s'est transformée en une pêche aux animaux, alors que la pêche, c'est aux poissons.
En fin de compte, il fallait quand même qu'on recherche pourquoi ça s'est passé comme ça, tout ça. Et il y a eu une grande pluie qui a fait que l'eau, quand il y a eu tellement une pluie qui s'est abattue pendant 3 jours dans le village, alors l'eau a débordé partout et les poissons sont arrivés dans le village et dans les maisons des gens. Vous voyez, on n'a pas pu pêcher, mais les poissons sont venus d'eux-mêmes avec l'eau, qui est emportée par l'eau dans les villages. Ils ont tué beaucoup de poissons quand la pluie s'est arrêtée. Et en fin de compte, on se dit non, c'est pas possible. Est-ce que ces poissons-là, on peut les manger? Mais pourquoi est-il ces phénomènes-là qui se produisent à chaque fois? Et en fin de compte, ils ont décidé d'envoyer les gens. Mais c'est lors de l'assemblée, lorsque l'assemblée du village, que ces points de vue sont ressortis. Oui. Voilà. Oui. Et On a recensé tous ces points voilà, de vue. Les croyants en Dieu, à l'église, qui avaient passé à une église au village, ils ont dit non, ça c'est un mauvais sort, il faut peut-être aller chercher un pasteur qui viendra ici, bénir le village, prier avec nous, comme ça ne se répéterait pas. Voilà. Mais il y a un instituteur, le directeur de l'école, qui est là avec l'infirmier, qui disent non, peut-être que ces poissons-là ne sont pas bons, il faudrait que nous partions chercher les gens des grandes endémies, on va analyser ces poissons et regarder s'ils sont vraiment comestibles, si on peut les manger comme tous les poissons. Une autre piste, c'était, bon, pour les vieux du village, non, il faut peut-être qu'on aille voir des fétichistes. Oui. Ils sont partis et ils sont revenus. Mais en réalité, ça ne change rien, ça n'obère pas les événements qui se sont produits. Mais on s'est rendu compte, d'après la piste fétichiste, que c'est le vieux Tchombo qui en voulait à Ewe. Il ne voulait pas que Ewe reprenne la pêche dans cet étang. Et finalement, c'est pour ne l'avoir pas hérité lui également. Voilà. Et puis finalement, voilà. Oui. Et en fin de compte, on a fait payer des amendes au vieux Tchombo par ses agissements, tout ça. Et oui. à un certain moment, et c'est lui-même en fait qui va se livrer, n'est-ce pas, auprès du chef du village et du grand sage pour dire les vraies raisons. C'est moi qui fais tout ça, qui ai jeté ces mauvais sorts-là. Mais avant ça, on sait qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup, n'est-ce pas, des détails qui quand même versent davantage dans l'obscurantisme et peut-être dans le fétichisme, parce qu'on sait qu'il y a les jeunes qui vont perdre la voix, qui vont d'abord se perdre pendant 2 semaines. Ils complotent d'abord. Ils complotent avant, lorsqu'on envoie ces jeunes-là pour des consultations fétichistes. Lui, il va comploter pour que les jeunes-là n'aillent pas, il veut les corrompre. Et les jeunes ont dit non, on ne peut pas nous corrompre. Nous avons été délégués par les chefs et nous devons aller. Oui. Et quand ils sont allés là-bas, au retour, avec les résultats qu'ils avaient obtenus là-bas, ils se sont perdus. Dans une forêt comme ça, ils ont perdu la parole. Ils ne pouvaient plus parler. Ils pouvaient entendre, mais ne pas parler. Ils sont devenus muets. Oui. Bon, on savait que c'était le vieux Tchombo qui le faisait. Et il est venu se livrer pour dire non, c'est moi, bon, laissez. Je vais payer les amendes, tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé dans ce premier chapitre. Alors, moi, j'en arrive. Mais finalement, il a été tué. Oui, il a été tué. Bon, après, on ne sait pas par qui, puisque c'est dans la forêt, on sait qu'on l'a retrouvé mort, totalement mitraillé. Et donc, à ce niveau, on ne sait pas. Quelqu'un qui certainement lui en voulait, et puis l'a tué en forêt, il n'a jamais. Mais c'est bien après, plusieurs années, qu'on a su, parce que finalement, ça. Voilà. Comme d'habitude, quelqu'un a pu. La dame, une dame qui s'est rendue compte, grâce à une autre amie de femme avec laquelle Tchombo sortait, à qui Tchombo avait livré ce secret, et qui est venue dire à la dame du chef, et puis finalement, on a su que c'est. Alors, moi, j'en arrive, mon cher Manuel Lebolo, j'en arrive à une balance, en fait. Je place une balance, et alors, j'aimerais bien interroger le narrateur qui nous donne quand même une force, ok, aux présences fétichistes, à la présence fétichiste ou aux présences fétichistes, n'est-ce pas, de certains éléments récurrents, très récurrents, n'est-ce pas, dans ce roman. Et également, une autre, n'est-ce pas, de l'autre côté, nous aurons un plateau pour la dimension spirituelle. Et ici, en parlant, n'est-ce pas, de la religion, pas mystique, en fait, de la religion catholique, enfin, la religion régulière, je voulais dire. Alors, à ce moment-là, je m'interroge, n'est-ce pas, qu'est-ce qui l'emporte? En parlant naturellement des racines, puisqu'on n'oublie pas ces racines, nous ramène aussi, n'est-ce pas, à ce niveau, cette forte présence, cette forte croyance, n'est-ce pas, dans nos villages, de tous ces éléments mystiques, de tous ces éléments. Chaque geste est interprété, ceci est fait, n'est-ce pas? Alors, à ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'emporterait sur Dieu, sur le mysticisme, sur l'obscurantisme? Est-ce qu'à ce niveau, vous pensez qu'il y a
quelque chose l'emporterait sur l'un ou sur l'un Oui, l'emporterait c'est sur plus, l'autre. oui, merci beaucoup, c'est plus la croyance en Dieu. D'accord. Voilà. Parce qu'il y, C'est-à-dire y a quand même une forte place quand même, il faut dire, voilà, c'est ça. à la Il y a prière. à la Autant prière. on n'oublie pas ses prières et ses racines que dans la promesse. Voilà, c'est ça. Parce que en réalité, les villageois, les anciens, sans rester dans leur tradition, cloîtrés dans leur tradition, c'est comme ça qu'ils ont toujours vécu. Il n'y a pas de raison de changer en ce moment-là. Mais les jeunes eux-mêmes qui ne croyaient pas trop aux forces fétichistes et tout ça, ils ont préféré aller vers les églises et puis voilà, c'est là-bas que, comme dans les villages, il y a plus de jeunes que l'église, finalement, tout le monde est devenu croyant et puis tout le monde partait à la prière. Ils faisaient tout à partir de la prière, quoi. Mais oui, c'est pour vous dire que, oui, ça c'est l'humain. Voilà, l'humain, il est comme ça. On ne peut pas tous croire en la même chose. On ne peut pas tous voir les choses de la même façon. Voilà. C'est ça la différenciation qui fait que bon, dans tout ce que nous entreprenons, on arrive au même résultat. Voilà. Vous voyez, là c'est simple. Moi je vous disais tantôt que dans le même village, comme il y a plus de jeunes qui sont au village, mais qui connaissent pas. Quand on est au village, on ne connaît pas trop bien la science moderne. Voilà, ces jeunes-là préfèrent aller à l'église. Mais les vieux, ils restaient dans leur on ne va pas dire utopie, mais dans leur connaissance, dans leur croyance traditionnelle habituelle. Ouais, mais il y a un côté scientifique. La science a prouvé que tout ce qui s'était passé en réalité, dans cet étang, n'avait rien à voir avec, avec la malédiction, ou tout au moins le mauvais sort jeté par Tchombo. Oui, on peut dire que Tchombo a été tué pour rien, parce qu'il a eu des agissements à lui, mais on l'a soupçonné, par le soupçon simplement, on est arrivé à tuer Tchombo pour rien. Donc, il est très difficile de départager les gens dans ce sens, parce que chacun est ferme dans ses croyances, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient traditionnelles ou qu'elles soient religieuses. Donc, on est vers la fin du roman, le chapitre, vous verrez que disons les trois se valent en quelque sorte. C'est un peu comme l'origine du monde. Hein. Voilà, il y a plusieurs thèses sur l'origine du monde. Bon, il y a ceux qui ont trouvé qu'il y a comment on appelle ça, le Big Bang qui a entraîné. Bon, il y a l'Église qui explique aussi comment est-ce que Dieu lui-même a créé à partir de en 7 jours l'univers que nous voyons. Donc, on ne peut pas trouver la vraie solution. Voilà. Mais à chacun maintenant de se déterminer en fonction des trois hypothèses. Merci. Alors, je vous invite à nous lire un extrait de On n'oublie pas ses racines. Et voilà, vous en livrerez un petit commentaire avant de passer à autre chose. Merci, je vais chercher. Ici aussi, je vais donner une certaine force à la tradition. Ok. À quelle page? La page 25. 25. Oui, je suis. Je lis le message le messager. Le messager. Ce que dit oui. le messager. Dernier paragraphe. Voilà. Que tout le village m'écoute. Femmes, hommes, jeunes et vieux. Ce matin, un habitant de ce village, en allant en forêt, a rencontré un groupe de chasseurs rentrant au village avec du gibier. Mais une fois revenu à la maison, cet habitant n'a pas vu sa part. Il n'a mangé que les légumes que sa femme a eu à préparer. Nous sommes tous étonnés. Le chef du village est le grand sage en premier. Depuis que la pratique ancestrale du doigt de l'œil, cette belle culture léguée par nos aïeux, je voudrais dire, depuis quand oui. La pratique ancestrale du doigt de l'œil, cette belle culture léguée par nos aïeux, a-t-elle disparu? Est-ce ces chasseurs qui ont décidé d'eux-mêmes de l'ignorer volontairement? Le grand sage et le chef du village considèrent cet acte comme un oubli involontaire dû à la fatigue du retour de la chasse et attendent que ces chasseurs respectent le rituel. Autrement, si jusqu'à demain matin, aucune satisfaction n'est donnée à notre citoyen qui s'est senti lésé, nous serons obligés de publier les noms de ces chasseurs, de leur taxer de fortes amendes et de leur interdire l'accès à nos forêts. Ici, il s'agit d'une pratique traditionnelle. Oui, que j'ai bien aimé en plus, quelque chose de... Enfin, l'un des fondements quand même de cette culture, voilà. Il faut discerner le monde. C'est-à-dire qu'au village, lorsque vous partiez en forêt,
Ou bien même quand vous étiez derrière les maisons, vous étiez au champ, vous faisiez quelque chose, vous rencontriez par hasard des chasseurs qui rentraient chez eux, ou des pêcheurs avec du poisson, etc. Et les chasseurs avec la viande. Vous les saluez, vous saluez avec eux, tout ça, ils passent, vous restez. Vous êtes déjà content parce que vous aurez votre part de viande. C'était symbolique. C'est le droit de l'œil, vous l'appelez. Le droit de l'œil. Ah oui. En tout cas, ça a été instauré comme ça par la tradition. Mais le monsieur qui est cité là-bas, il a vu des chasseurs rentrer, il s'est salué avec eux, et après il a continué, il était allé en forêt, et les chasseurs sont rentrés. Bon, il était déjà content qu'en rentrant chez lui, à la maison le soir, il mangerait la viande. Mais une fois arrivé, sa femme lui présente un plat de légumes avec le peu de poisson qu'elle avait trouvé. Il dit, mais tiens, mais pourquoi tu n'as pas préparé la viande? Sa femme dit, mais je n'ai pas acheté de viande, on n'a pas de viande à la maison. Il dit, comment ça? Mais j'ai rencontré des chasseurs en route et dit, ah, en tout cas, jusqu'ici, il n'y a rien. Alors, le monsieur est allé se plaindre chez le chef du village et le cani, le notable du village, pour leur dire, mais écoutez, j'ai rencontré des jeunes, voilà, j'arrive à la maison, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Ils n'ont rien déposé à la maison. Alors là, on fait passer le gong, c'est le messager qui passe, il fait passer le gong en disant qu'un tel a rencontré des chasseurs en route, mais on ne dit pas leur nom pour le moment, mais que ces chasseurs sachent qu'ils doivent nécessairement... En fait, c'est la sagesse qui voulait qu'on ne dise pas le nom. C'est la sagesse qui recommandait. Oui, parce qu'on ne peut pas les exposer comme ça. Oui. Et finalement, il a dit, bon, jusqu'à demain matin, s'il n'y a rien, bon, on serait obligé de publier leur nom. Alors, d'eux-mêmes, les jeunes sont venus déposer, au lieu de la petite part habituelle, ils sont venus déposer un gigot entier. Ils étaient obligés de donner même un gigot au chef du village, au notable, au messager, tout ça. Oui. Et c'est une tradition qui se respecte. Même de nos jours, elle se respecte. Alors, rapidement, nous allons vers la chute de notre émission, de notre partage. La promesse, il faut dire un mot sur la promesse. Là également, dans la promesse, c'est une promesse qui est tenue par une fille qui a dit, n'est-ce pas, qui a donné cette promesse à sa maman pour se lancer à la recherche d'un frère qui a disparu depuis 40 ans. Et voilà, pour faire au moins une dernière, enfin, rendre sa mère une dernière fois heureuse avant de, bien sûr, elle va à la recherche de ce frère de village en village. Et ce n'est pas facile, puisque il faut dire que le périple est long. Alors, dites-nous-en rapidement un petit mot. Oui, mais là, il s'agit de la promesse que Sira Elengi oui, avait faite à sa mère, la vieille Bouansa. Parce que Bouansa avait d'abord un garçon, Inongo, qui avait quitté le village à l'âge de 20 ans. Il était parti pour revenir et il n'est plus jamais revenu. Alors qu'en partant, Inongo avait laissé Bouansa, elle n'avait que 2 ans. Bouansa, que sa mère a eu, plutôt avait laissé Sira Elengi, qui n'avait que 2 ans, et que sa mère a eu difficilement. Vous voyez, l'écart entre... 15 ans. Voilà, enfin, le narrateur parle d'un écart de 15 ans. Et sa mère dit, comment tu pourras le ramener? Tu ne l'as jamais vu? D'ici, tu me parlais des photos que tu avais de lui. Si tu me la donnes, je vais aller à la recherche. Il suffit de me situer le dernier village à partir duquel il vous avait écrit la dernière lettre. Et la maman lui a remis ça. Mais la maman pleurait parce qu'elle avait peur que cette fille-là ne revienne pas non plus. Mais finalement, Sira Elengi est partie. Elle a mis presque 5 ans pour retrouver son frère Inongo, très loin, dans un village qui s'appelle Wolinga. Et là-bas, Inongo avait déjà plus de 60 ans, avec 6 femmes et 24 enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Mais quand Sira est arrivé, Inongo ne savait pas, il ne pouvait pas savoir que c'était sa petite sœur qu'il avait laissée à l'âge de 2 ans. Et il s'est mis en sanglots, il s'est mis à pleurer, et finalement... Sira Elengi l'a ramené au village, où maman, comme Sira est partie, ça faisait déjà 5 ans. Elle s'est dit, bon, donc celle-là aussi, elle est morte, alors elle voulait se suicider, on essayait un peu de la garder, on essayait un peu de la tenir pour qu'elle ne se suicide pas. Ben, elle s'est laissée aller, elle se tressait plus les cheveux, elle ne se taillait plus les ongles, elle ne se lavait plus, elle portait sur un petit bout de pagne ici, donc torse nu, etc. Elle a vieilli en même temps, quoi. Et finalement, un jour comme ça,
On lui dit, non, mais tes enfants arrivent. Il dit, comment ils arrivent? C'est pas vrai. Tant qu'ils ne sont pas au village ici. Parce que les gens les ont rencontrés quelque part là-bas. Ouais. Donc, en quelque sorte, la rumeur a précédé même l'arrivée des deux. Et puis, finalement, Sire est arrivé avec Inongos, ses femmes et quelques enfants. Et c'est comme ça que maman... Et c'est la grande joie de la famille. Voilà, alors, merci, mon cher Emmanuel Ebolo Iyenza. Et c'est par là que nous mettons un terme à notre partage, à notre entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation de Cultura pour nous parler de On n'oublie pas ses racines et La Promesse, paru tous les deux aux éditions L'Harmattan. En tout cas, merci et à la prochaine fois, puisque vous êtes encore sur le chantier et certainement un très beau roman va également sortir de ce chantier. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'y travaille et avec un peu de chance, l'année prochaine, nous nous reverrons ici à cette édition. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Voilà, merci. Amis culturels, merci donc de votre attention. Nous sommes là à la chute de notre partage avec Emmanuel Ebolo Iyenza et nous vous disons merci donc et nous vous souhaitons une très belle journée dans vos familles respectives. À très bientôt, samedi 14h30.